Pour découvrir l'Azerbaïdjan lorsque vous serez à Bakou pour ses premiers Jeux européens, il n'est pas inutile de pousser la porte d'un musée, celui du tapis. Réputés dans le monde entier, les tapis azéris sont cités dans de nombreux récits de voyage du Moyen-Âge et des siècles suivants. Directement issus de la tradition nomade d'Asie centrale, les tapis ont peu à peu pris un rôle décoratif. Le but de notre musée, c'est de créer un lien entre cette source d'histoire et la vie moderne. C'est pourquoi nous avons organisé plusieurs programmes. Notre exposition commence par l'évolution de l'art des tapis azerbaïdjanais. On appelle ces tapis les tapis Rosso. L'art des tapis azerbaïdjanais existe depuis 3000 ans et nous suivons la trace de cette histoire dans nos expositions. Cet art national est le patrimoine culturel le plus important de notre peuple. Et on peut suivre l'histoire de l'Azerbaïdjan dans ces tapis. Le tapis accompagne le peuple azerbaïdjanais depuis des milliers d'années. Et il a toujours donné à nos maisons du confort, de la beauté, du charme et de la chaleur. Cet art représente incontestablement une partie importante de notre histoire artistique. De manière générale, quand on évoque les tapis d'Azerbaïdjan, il faut distinguer deux grands groupes, les Kazakh-Karabakh et les Kuba-Shirvan. Cette deuxième tradition est plus réputée. La qualité intrinsèque d'un tapis vient de plusieurs éléments. Sa souplesse, la densité de ses boucles, mais aussi l'harmonie des couleurs, le toucher ou encore la qualité de ses nœuds. Il existe donc des différences entre ces deux régions, ces deux écoles. Les tapis Kazakh-Karabakh sont moins finement tissés. Dans cette région, par exemple, on retrouve à peu près 38 nœuds par 10 cm tissés. Dans la tradition de Kuba-Shirvan, vous aurez de 45 à 50 nœuds. Chaque tapis demande un temps de confection différent. Mais on peut dire qu'en général, pour obtenir 1 mètre carré de tapis, une personne travaillera près d'un mois. Par le passé, c'était essentiellement les murs qui étaient décorés de tapis. Puis, petit à petit, on en est arrivé à couvrir les sols. Aujourd'hui, il arrive qu'on nous commande des tapis personnalisés, avec l'incrustation d'un portrait par exemple. Ce genre de tapis se retrouve le plus souvent sur les murs des maisons. Grâce à la route de la soie, quand l'Azerbaïdjan était situé sur la route de la soie, nous avons été imprégnés par plusieurs cultures. Par exemple, pour la soie, nous avons été influencés par la Chine, entre autres, mais ce n'est pas seulement le tissu, mais aussi du point de vue de la religion. Nous avons un beau phénix ou peut-être des pans, ce sont les symboles d'autres adorateurs étrangers. Et ces tapis de prière portent les symboles de l'islam. Ils sont beaux. Ce sont les tapis utilisés par les musulmans quand ils prient 5 fois par jour Allah. Nous avons une université qui se spécialise dans cette tradition de fabrication de tapis et qui recherche chaque motif, chaque école, chaque technique. Et nous avons aussi l'exposition pour les enfants, le musée des enfants, où ils dessinent des petits tapis en couleur devant leurs parents. Depuis quelques années maintenant, cette tradition semble à nouveau portée par un courant et un savoir-faire ancestral, qui fait de l'art traditionnel du tapis une pratique reconnue par l'UNESCO. Une autre pratique hautement reconnue est celle de l'opéra. En Azerbaïdjan, elle témoigne de cette culture azérie résolument tournée vers l'Europe et l'Asie. Elle renseigne aussi sur les folies du 19e siècle orchestrées par les seigneurs du pétrole, comme les frères Maïlov qui érigèrent l'opéra municipal en 1 an pour accueillir la soprano russe Antonina Nezdanova.
Les Azerbaïdjanais aiment beaucoup la musique. En fait, il s'agit d'une tradition de longue date. Les parents avaient l'habitude d'acheter un piano, un violon ou d'autres instruments de musique pour leurs enfants. En réalité, ils croyaient que c'était très important pour leurs enfants d'apprendre à jouer de la musique. En fait, je ne pourrais pas vivre sans la musique. Je pense qu'il est très difficile d'être cantatrice parce qu'il faut être très responsable. Très responsable vis-à-vis de son travail, très responsable vis-à-vis de soi-même. Il faut travailler dur. Ici ont été mis en scène des spectacles dramatiques, du ballet, des opérettes en azerbaïdjanais et en russe. Nous sommes tous très fiers du fait qu'il y ait l'art du ballet et des écoles de ballet en Azerbaïdjan et que nos professeurs sont hautement qualifiés et les écoles de bonne qualité. Même si dans le passé, il y avait des problèmes, maintenant le ballet se développe et ça avance. Nous dansons chez nous, nous allons à l'étranger pour montrer notre art à d'autres pays. Nous interprétons très souvent nos ballets nationaux. Ce sont des ballets accompagnés de la musique des compositeurs azerbaïdjanais et mis en scène par des chorégraphes azerbaïdjanais, entre autres. Aux côtés de l'opéra classique allemand ou italien, il y a aussi le chant traditionnel azéri, le mugam. Mansoum Ibrahimov est chanteur de mugam et professeur au conservatoire. Une véritable star, une icône populaire adulée par son public. Il y a 7 catégories principales de mugam. Un maître donne cours de mugam à son élève. Le mugam est une philosophie et fait partie de notre vie. Il reflète toute l'histoire des Azerbaïdjanais. Il y a beaucoup d'œuvres basées sur le mugam. Par exemple, notre compositeur de génie, Uzeyir Algibeyov, a composé l'opéra Leyli et Majnoun en 1908 à l'âge de 22 ans. Il consiste en un mélange de mugam et de musique classique européenne. Et le scénario vient du poème Leyli et Majnoun, écrit par notre poète classique, Mohammad Fouzouli. Uzeyir Algibeyov a composé une très belle œuvre, et on peut dire que l'histoire d'amour en Europe est Roméo et Juliette, et Leyli et Majnoun est l'histoire d'amour à l'Orient. Un centre dédié au mugam et aux instruments traditionnels a été ouvert à Bakou. Il célèbre cet art qui laisse une place prépondérante à l'improvisation et qui se transmet oralement par divers maîtres au fil des siècles. Depuis l'indépendance du pays en 1991, on assiste à un renouveau du mugam. Il est l'une des valeurs culturelles, la base de l'identité nationale du peuple. Il a été classé patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Si l'Azerbaïdjan est une terre riche et intéressante, c'est que le pays fut de tout temps à la croisée des routes et des mondes. Tout cela se ressent dans sa mentalité, sa philosophie, sa musique ou son art. L'Azerbaïdjan est situé entre l'Europe et l'Asie et sa culture est un mélange des civilisations européennes et asiatiques. Elle reflète ces deux civilisations et ces deux cultures. Il y a dans ce musée non seulement des œuvres d'art nationales, mais aussi des œuvres d'artistes étrangers, y compris des sculptures. L'art moderne, c'est-à-dire l'art de nos jours, est de bonne qualité et est très intéressant en Azerbaïdjan maintenant, parce que nous avons des jeunes talentueux qui étudient l'art et qui créent de très belles œuvres. Aujourd'hui, Dieu merci,
Nos frontières sont ouvertes et la plupart des gens visitent beaucoup d'autres pays et parlent avec d'autres. Et cela élargit leurs horizons. Sur 9 hectares de parc, des formes ondoyantes donnent le dernier trait d'un visage futuriste à la capitale Bakou. Le centre culturel Heider Elief est un étonnant complexe. Comprenant un centre de congrès, un musée interactif retraçant l'histoire du pays et ses influences culturelles, une bibliothèque, mais aussi une salle de concert. Un lieu d'une grande beauté qui donne encore plus d'ampleur aux prochains Jeux européens. Chaque jour, il s'agit d'innover, d'inventer, de créer de nouveaux règlements qui, avec un peu de chance, seront toujours valables pour les Jeux européens à l'avenir. Alors c'est assez intimidant, mais c'est aussi très passionnant, parce que l'on n'est pas limité par le passé. Il y a une certaine liberté d'essayer de faire autrement. J'espère que d'autres organisations, comme le Comité international olympique, verront ce que nous faisons autrement ici. Et qu'ils diront oui, ils l'ont essayé à Bakou en 2015. C'était une bonne idée, et oui, on devrait voir si nous pouvons encore développer cette idée. Bakou est la ville principale, la capitale, où auront lieu l'essentiel des épreuves, mais une épreuve aura lieu à Mingatchevir. Et surtout, la volonté du comité d'organisation, c'est vraiment d'engager l'ensemble de la population. Il y a un programme scolaire aujourd'hui où l'ensemble des écoles en dehors de Bakou vont être visitées. On va avoir connaissance des Jeux, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent venir assister aux épreuves, parce que de soutenir leurs équipes nationales, de découvrir de nouveaux sports, de pouvoir également découvrir de nouveaux athlètes, et également un programme de la torche qui va débuter ce printemps, qui va circuler dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble des villes, pour essayer de promouvoir et de valoriser cet événement aux yeux de tous les Azerbaïdjanais, parce que c'est important que l'ensemble de la population soit fière d'organiser ces premiers Jeux européens à Bakou. Les Jeux européens, première édition, auront lieu du 12 au 28 juin 2015 à Bakou. 6000 athlètes représenteront 50 comités nationaux olympiques et concourront dans 20 sports. Ce sera le plus grand événement multisport jamais organisé dans l'histoire de l'Azerbaïdjan.